Et nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre, géopolitologue et chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors, j'aimerais comprendre concrètement, est-ce que ce contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis est réalisable ? Écoutez, je pense que nous sommes nombreux à vouloir comprendre. Et comment décrypter cette situation? Eh bien, je crois qu'il y ait toujours une façon, je dirais, duale d'écouter et d'entendre le président des États-Unis. On prend l'exemple de l'Iran, eh bien, voyez-vous, il faut avoir un accord nucléaire vérifié, et puis d'autre côté, il est question de pression extrême. Bon, eh bien, je crois que dans la situation de Gaza, c'est exactement la même chose. Vous avez le discours du président, nous allons, et puis vous avez à peu près en même temps le discours du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, nous sommes prêts. Et voyez-vous, la différence de vocabulaire est vraiment importante. Il y a, je pense, une volonté américaine d'agir sur le Moyen-Orient et en disant peut-être plus tard, on ne va pas venir à Gaza, mais en échange, donnez-nous quelque chose, en se tournant vers les pays arabes ou plus spécifiquement l'Arabie saoudite. Alors, Gérard Vespierre, certains considèrent ces propos comme de la provocation, mais d'autres cherchent un peu plus loin et imaginent que Donald Trump cherche, notamment avec cette phrase choc, à pousser notamment les Émirats à s'investir plus concrètement dans les projets de reconstruction de Gaza. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait, il y a ces deux options, n'est-ce pas? Une option politique de négociation avec les pays arabes et plus spécifiquement l'Arabie saoudite, dans la vision donc des accords d'Abraham. Et puis, puisque l'affaire de Gaza est politique mais aussi économique, eh bien, disons, nous n'y allons pas, mais à ce moment-là, messieurs les pays arabes du Golfe, eh bien, ça va être à vous d'investir. Autrement, les milliards, ce sera nous qui les mettrons et nous en aurons les bénéfices. Donc, à vous maintenant de jouer. Voyez-vous, je crois qu'il y a toujours cette dualité. Il faut sans arrêt revenir à cette dualité du président Trump. Et alors, cet appel lancé pourrait être entendu ? Pardon ? Cet appel lancé aux Émirats notamment pourrait être entendu, ça peut fonctionner cette méthode? Oui, certainement. Je pense qu'il est dans l'intérêt des États du Golfe et de l'Arabie saoudite d'être présents, de reprendre peut-être la place du Qatar, n'est-ce pas? Donc ce sont tous les deux ou tous les trois, Arabie saoudite, Qatar et donc Émirats, des pays du Golfe, mais avec des visions différentes. Donc l'un pourrait se retirer massivement, le Qatar, et les deux autres pourraient y investir, donc à Gaza. Il y a ce jeu un peu de chaise musicale entre les trois pays. Gérard Vespierre, vous restez avec nous, on revient vers vous dans quelques minutes à peine. Pour l'instant, on va parler des réactions suscitées par ces propos de Donald Trump. Elles sont vives en Israël ainsi que dans toute la région. Un tour d'horizon préparé par Mathieu Winding. La classe politique israélienne est quasi unanime après les déclarations de Donald Trump. Le président d'Israël, Yitzhak Herzog, a exprimé depuis Jérusalem sa gratitude envers son homologue américain. Il l'a particulièrement remercié pour ses efforts concernant les otages et rappelle que pour Israël, il s'agit d'une priorité absolue. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener nos otages chez eux jusqu'au dernier. Devant la Knesset, le ministre israélien des Affaires étrangères applaudit l'intention de Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza et de réinstaller ses habitants ailleurs. Gaza, dans son cadre actuel, est une expérience ratée, et ce, dans toutes ses versions. Sous le régime égyptien, sous le régime de l'autorité palestinienne, sous le régime du Hamas. C'est pourquoi nous devons essayer de trouver une autre solution, une solution différente. C'est ce que le président des États-Unis essaye de faire, et nous ne pouvons que l'approuver. La solution énoncée la nuit dernière à Washington a suscité beaucoup d'enthousiasme dans les partis d'extrême droite israéliens dirigés par Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Dans l'opposition, les propos du président américain sont également bien accueillis. Benny Gantz, chef du parti Unité pour l'État, a qualifié les idées de Donald Trump de créatives, originales et intéressantes. Le chef de l'opposition Yair Lapid a estimé qu'elles étaient bonnes pour Israël. Il a néanmoins précisé qu'il aimerait connaître le plan plus en détail. L'atmosphère est bien différente à Ramallah. L'autorité palestinienne rejette fermement les déclarations du président américain.
Le président Abbas et le peuple palestinien ont déjà rejeté entièrement et complètement ces demandes. Cette terre est une terre palestinienne, c'est le droit international, c'est l'initiative de paix arabe. Nous refusons toute forme de transfert pour le peuple palestinien et nous apprécions la position de l'Arabie saoudite, de l'Égypte et de la Jordanie sur cette question. Le Hamas a estimé, lui, que les idées du président Trump créeraient le chaos à Gaza. L'Iran et la Turquie rejettent également les idées émises par le président américain. Ankara qualifie le plan Trump d'inacceptable. Le ministère saoudien des Affaires étrangères rappelle son attachement à la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale et comme condition à la normalisation avec Israël. L'Arabie saoudite rejette l'idée de déplacer les Palestiniens hors de Gaza. Le Royaume décrit sa position comme non négociable. Daniel Haïk, notre analyste politique i24 News, m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Daniel. Alors, l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, ses nombreuses décisions en faveur d'Israël depuis, et ses dernières déclarations pourraient-elles pousser Itamar Ben-Gvir à revenir au sein de la coalition? Et quel impact ça pourrait avoir sur le gouvernement? Alors, c'est ce qu'il dit, en tout cas, Itamar Ben-Gvir, il dit il n'est pas impossible que je revienne au sein du gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est de dire, d'entendre aussi Bezalel Smotrich, qui lui explique pourquoi il est resté au sein du gouvernement, pourquoi il n'a pas quitté le gouvernement. Et il dit c'était exactement pour ce type de déclaration et pour renforcer le gouvernement que je suis resté. Donc en fait, on voit les deux leaders de la droite plus radicale, plus nationaliste au sein du gouvernement, qui sont visiblement très satisfaits des déclarations de Donald Trump. On peut supposer que tant Bezalel Smotrich que Itamar Ben-Gvir auraient tout simplement pu adhérer à 100% au plan proposé par Donald Trump hier, à quasiment la totalité des déclarations. Peut-être, vous savez, à un moment, il a dit non, pas besoin d'implantation juive dans la bande de Gaza. Peut-être que là-dessus, ils en voudraient une ou ils en voudraient quelques-unes, mais on est vraiment à 95% en phase avec le président américain et donc on est satisfait. Et donc, naturellement, la tendance, c'est de consolider la coalition gouvernementale dans la perspective où effectivement il est possible que la seconde phase soit mise en application et que peut-être après seulement on décide si oui ou non on termine le travail dans la bande de Gaza. Parce que si finalement au bout du compte, eh bien le plan de Trump, même si ça va être c'est du long terme le plan de Trump, même si le plan de Trump commence à se mettre en application, dans l'absolu il n'y a plus véritablement besoin de faire le nettoyage au sein de la bande de Gaza, de nettoyer les nids terroristes qui demeurent encore à l'intérieur de la bande de Gaza, et ça va dans le sens de l'aile droite du gouvernement. Donc ces déclarations de Donald Trump consolident, stabilisent la coalition gouvernementale, au moins pour l'instant. Mais ce ne sont que des paroles pour le moment. Alors est-ce qu'il va falloir une concrétisation de ces mots pour que ça engendre réellement... Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la dernière fois, lorsqu'il y a eu les accords d'Abraham, il y a eu un espoir qui a été suscité par le deal du siècle. Vous vous rappelez du deal du siècle de Donald Trump, qui n'incluait pas la création d'un État palestinien, mais qui parlait d'une annexion d'une partie de la Judée et de la Samarie, en particulier le corridor, on va dire, de la vallée du Jourdain. Eh bien, là, il y a eu déjà une forme de déception. On a déjà cette expérience d'une déception de la part de Donald Trump, du côté de la droite israélienne, et donc on ne voudrait pas que ça se reproduise. C'est pour ça qu'on va rester vigilant, mais on ne va certainement pas mettre de bâton dans les roues de Benyamin Netanyahou dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Daniel Haïk. Gérard Robespierre, je me retourne vers vous. J'aimerais qu'on aborde à présent l'éventuelle normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Selon Donald Trump et Benyamin Netanyahou, elle serait plutôt proche, mais Riyad a affirmé encore aujourd'hui qu'il ne normaliserait pas ses relations avec Israël tant que celui-ci n'aura pas reconnu un État palestinien. Est-ce qu'on doit comprendre que ça sera peut-être ça la contrepartie que Donald Trump va exiger en échange de tous ses gestes envers Israël ? Écoutez, effectivement, on approche des négociations vraiment très, très importantes, d'un grand carrefour en ce qui concerne la Cisjordanie, Judée-Samarie, États séparés.
Donc on a là, voilà, cette négociation à entrevoir dans les prochaines semaines et prochains mois, dans la suite logique des accords, du développement des accords d'Abraham. Donc au cas où effectivement les États-Unis ne développent pas ce plan, et ce qui serait tout à fait logique, parce que avant de reconstruire, il faut déminer, il faut envoyer des soldats, voyez-vous. Donc c'est difficile d'envoyer des soldats actuellement américains au Proche-Orient. Donc, s'il y a ce geste de la part des États-Unis, il n'est sans commune mesure par rapport à la non-nécessité pour les Saoudiens de reconnaître la nécessité d'une création de l'État donc séparé palestinien. Je pense que les deux éléments ne sont pas de même nature, de même ampleur, mais en tout cas, ils permettent un dialogue, ils permettent des éléments de négociation, et c'est ça, pour le moment, qui est crucial, qui importe, c'est que à cette situation politique, il y ait des négociations politiques. Mais est-ce que, selon vous, Benyamin Netanyahou serait prêt à aller jusque-là pour normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite et surtout pour satisfaire Donald Trump? Parce qu'on est d'accord, pour les accords d'Abraham et avec les autres pays, il n'a pas eu à faire ce genre de concessions. Effectivement, mais le poids de l'Arabie saoudite est religieusement totalement différent par rapport aux Émirats arabes unis. Son poids aussi de proximité avec Israël, donc géographique. Donc vous avez ces différents éléments qui interviennent. Et comme le retrait ou la non-intervention américaine à Gaza et la non-naissance d'un État palestinien ne sont pas de même nature, je pense qu'on a encore besoin d'étapes de négociation pendant un certain temps, un certain nombre de trimestres, mais l'important c'est de poursuivre ce processus en tout cas. D'accord, donc l'important c'est de continuer d'avoir ce lien, ces relations, ces négociations entre Israël et l'Arabie saoudite. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.